Arrêté le 13 juillet dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et transféré aux locaux de l'Agence nationale de renseignement, le journaliste Joseph Kazadi a été libéré ce jeudi grâce à l'implication de l'Union nationale de la presse du Congo à travers son président sectionnaire Jean-Marie Kassamba. Levée des immunités parlementaires, Jean-Marc Okabondo demande au président de l'Assemblée nationale d'attendre la fin de l'instruction judiciaire dont il fait l'objet au niveau de la Cour de cassation. C'est le fond de la correspondance adressée à Mbosso ce jeudi. Des révélations de la MONUSCO qui vient après ce soulèvement de la population sur le rôle que doit jouer cette institution des Nations Unies. Oui, Kigali joue un rôle dans les attaques de M23 dans l'est de la RDC, déclaration d'un groupe d'experts des Nations Unies qui a affirmé disposer des preuves solides. Le Japon demande à la population l'évacuation de plus de 200 000 personnes après une série de pluies diluviennes qui s'est abattue dans plusieurs villes et dont la dernière date de ce jeudi 4 août, causant ainsi des inondations et glissements de terrain. Vous informer est un réel plaisir, Madame, Monsieur. Bienvenue à la une. L'Organisation des Nations Unies a enfin reconnu le rôle qu'a joué Kigali lors des récentes attaques de M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré le rejet de Paul Kagame. Déclaration d'un groupe d'experts des Nations Unies qui a affirmé disposer des preuves solides que les troupes rwandaises ont mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo entre novembre 2021 et juillet 2022. Selon un rapport d'experts missionnés par les Nations Unies, l'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la République démocratique du Congo ces derniers mois, directement et en soutien à des groupes armés. L'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021, peut-on lire dans ces mêmes rapports, d'ores et déjà transmis au Conseil de sécurité. Les experts indiquent que le pays de Paul Kagame a aussi fourni des renforts, des troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer des villes et des zones stratégiques. Ces groupes d'experts de l'ONU dit également avoir recueilli des preuves solides de la présence et des opérations militaires menées par les membres des forces armées rwandaises de défense dans les territoires de Rutshuru. Ces révélations interviennent après que les autorités congolaises aient réclamé l'expulsion du porte-parole de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Mathias Gilmam. Selon Kinshasa, ces propos seraient à l'origine des violences survenues dans l'est du pays la semaine dernière. La vérité finit toujours par triompher, dit Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Nous nous réjouissons des conclusions du travail des groupes d'experts des Nations Unies. Nous espérons que les conclusions seront vite tirées pour mettre fin à l'ingérence du Rwanda et ramener une paix durable en République démocratique du Congo. Le gouvernement a demandé l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO dans le plus bref délai. Vous le savez, en réaction, la coalition Lamuka qui met l'exécutif national face à ses responsabilités d'assurer la protection de la population estime que l'ambassadeur rwandais Vincent Karega devrait être le prochain à quitter le sol congolais. On écoute à cet effet Prince Epenge, porte-parole de Lamuka. Au sein de la coalition Lamuka, ensemble avec le peuple congolais, nous comprenons et partageons les frustrations, la colère et l'indignation de nos frères de Beni, Butembo, Goma, Ituri. Aujourd'hui, expulser les porte-parole de la MONUSCO. Mais ils oublient que l'ambassadeur du pays agressé, Vincent Karega, est au Congo jusqu'à présent, malgré les multiples protestations. Malgré les multiples manifestations de la coalition Lamuka, des forces politiques acquises au changement, des mouvements citoyens, de nos frères de Beni, de Butembo, qui ont réclamé depuis 6 mois l'expulsion de Vincent Karega, on expulse le porte-parole de la MONUSCO, mais il faut aussi expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, l'ambassadeur d'un pays qui occupe Bunagana jusqu'à ce jour.
Manifestation anti-MONUSCO, Modeste Bahati n'est pas l'instigateur de la colère exprimée par la population. Les propos sont du député Charlie Wenga qui a conduit ce jeudi une délégation du peuple Lega au Sénat. Il était reçu par le speaker de la Chambre haute du Parlement. Halte à l'intox, Modeste Bahati n'est pas l'instigateur de la colère exprimée par les populations à travers les manifestations contre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. C'est plutôt un ras-le-bol de ces populations contre cette présence de la MONUSCO qui n'a rien apporté sur le plan sécuritaire dans sa mission de maintien de paix pendant plus de 20 ans. Telle est la déclaration faite par le peuple Lega ce jeudi 4 août à Kinshasa, après une audience lui accordée par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati. Pour les députés nationaux, Charlie Wenga, qui a conduit la délégation de ces notables légats, la MONUSCO n'a plus sa raison d'être en RDC. L'occupation de la cité de Bunagana par le M23, soutenue par le Rwanda, en est une preuve. Nous, en tant que peuple du Kivu, peuple du Congo, nous avons apporté notre appui à notre sénateur, à notre honorable, qui représente le peuple du Kivu, le peuple du Congo, ici dans ce Parlement. Puisqu'il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires. La grande communauté de Bariga a également fait part au président du Sénat du pillage systématique des minerais dans leur territoire, notamment à Walikale, Munenga et Chabunda, par les sociétés qui n'ont ni titre ni qualité. C'est pourquoi la communauté Bariga sollicite l'implication du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour que l'État mette fin à cette situation. Le député national Jean-Marc Kabunda a demandé au président de l'Assemblée nationale de surseoir la procédure d'autorisation des poursuites judiciaires et de lever de ses immunités parlementaires engagées contre sa personne pour que finisse d'abord l'instruction judiciaire dont il fait l'objet au niveau de la Cour de cassation. Il reproche à Mbosoko Dia, président de l'Assemblée nationale, de ne lui avoir pas transmis le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui contient des infractions mises à sa charge pour lui permettre de préparer sa défense. L'ex-bras droit de Félix Tshisekedi devra se présenter à nouveau devant le procureur général près la Cour de cassation le mardi 9 août prochain. Je le disais en titre, arrêté le 13 juillet dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et transféré aux locaux de l'Agence nationale des renseignements ANER, le journaliste Joseph Kazadi a été libéré ce jeudi grâce à l'implication de l'Union nationale de la presse du Congo à travers son président sectionnaire Jean-Marie Kassamba. Dans un état psychologique stable, il a tenu à remercier personnellement Jean-Marie Kassamba. Arrêté le 13 juillet à Lubumbashi, puis transféré à Kinshasa par les agents de renseignement, le journaliste Joseph Kazadi a été libéré ce jeudi. Et après ces 2 semaines de détention, voilà, qu'ils viennent de me libérer, je pense ils ont fait leur travail. Ce qui est très important, c'est ma liberté. Dans un état psychologique stable, il a tenu à remercier la corporation à travers le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, pour son implication et grâce à qui tout a été rendu possible. Nous avons fait le travail au niveau de services de sécurité pour d'abord identifier ce qui s'est passé et ensuite voir de quelle manière, comme nous le faisons très souvent, trouver la liberté pour les journalistes. Et c'est l'occasion ici de remercier toutes les autorités, notamment au niveau du service de sécurité, qui souvent travaillent avec nous, essaient de nous aider pour soulager des cas de journalistes qui sont inquiétés. C'est l'occasion ici de rappeler à toute la presse qu'il faut qu'ils respectent la profession, il faut qu'ils respectent nos institutions, il faut qu'ils suivent ce que nous leur disons en matière de respect de l'éthique et de la déontologie, de sorte qu'on n'arrive pas à des situations extrêmes. Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a également été associé à la démarche, se réjouit tout autant de la libération de Joseph Kazadi que le président national de l'UNPC, absent du pays lors de cette arrestation. Nous avons sollicité la collaboration avec l'Union de la presse pour que
Les histoires comme ça, quand ça arrive, nous pouvons traiter à notre niveau. Je crois que nous ne pouvons pas travailler en animosité. Un journaliste, c'est aussi celui qui défend la République. Donc, autant les services de l'État défendent la République, autant nous revendiquons la liberté de la presse, autant nous défendons aussi la République. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'exercice de la liberté de la presse et la défense de la patrie. Donc, merci aussi au président provincial, Jean-Marie Kassamba, qui s'est beaucoup déployé à mon absence pour mener les démarches. Rappelons que le journaliste congolais Joseph Kazadi avait été arrêté avec son confrère américain Stravos Nicolas, qui a été aussitôt libéré après des pressions exercées par le consulat américain. Toutes les structures féminines ont été informées de la plainte déposée contre la société Chalina concernant la vente des produits Diprozone, Epiderme et Bétazole, mais aussi la question du partenariat. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique qui a déposé cette plainte a été reçu ce jeudi au ministère de la formation professionnelle et celui du genre. Chez la ministre de la formation professionnelle, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a, au cours de cette réunion de travail, abordé la question d'un partenariat dans le cadre du projet cabinet conseil et formation du MIFDA. Antoinette Kipoulou a prêté oreille attentive à la délégation conduite par Mami Moujani Freebox, qui du reste a étalé ses nombreuses réalisations sur le plan de la formation professionnelle. MIFDA a également pris part ce même jeudi à la réunion convoquée au ministère du Genre au sujet de l'appel d'offres lancé par la SADC, dont la RDC est membre, pour le financement des structures féminines dans le cadre du renforcement des capacités. L'occasion faisant les larrons, Mami Moujani a informé toutes les structures présentes de la plainte déposée par MIFDA contre la société Chalina concernant la vente des produits Diprozone, Epiderme et Bétazole. Soutenons la lutte contre l'utilisation des produits que Chalina continue à vendre sans informer les femmes. Nous sommes les femmes entrepreneurs, on parle de l'autonomisation de la femme bien sûr, mais l'autonomisation implique aussi l'information. Alors on doit être en mesure d'informer les femmes sur l'utilisation des produits qu'elles utilisent sur leur peau parce qu'il y a des conséquences dans leur santé. Pour MIFDA, qui défend les droits des femmes, être autonome, c'est avant tout être en bonne santé. HM et CUK est en ouf de soulagement pour les cliniques universitaires qui désormais sont capables de répondre aux différentes demandes d'espace à la morgue. Ce jeudi, le ministre de la Santé a procédé officiellement à l'inauguration de cette morgue. Ça y est, les décors est planté et le ruban symbolique est coupé. C'est dans la matinée de ce jeudi que le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, en présence du recteur de l'université de Kinshasa et du doyen de la faculté de médecine, procédé officiellement à l'inauguration de la morgue HM et clinique universitaire de Kinshasa. Satisfait du partenariat HM et CUK, le professeur Jean-Marie Kayembe, maintenant directeur des cliniques universitaires, invite d'autres investisseurs à emboîter les pas. Grâce à qui l'hôpital s'est doté d'une nouvelle morgue répondant aux standards internationaux. C'est l'occasion pour rappeler à tous les privés, ils peuvent investir aussi dans les hôpitaux publics dans le cadre des partenariats publics-privés. Nous allons mieux honorer nos morts. Nous remercions cette initiative. Quant au professeur Roger Mbungu, doyen de la faculté de médecine, cette morgue est une opportunité pour les étudiants en biomédical de palper du doigt le cours d'anapathe. Nous sommes contents parce que notre morgue, l'ancienne, avait une capacité de 16 places. Et donc vous comprenez, avec tout ce qu'on a comme décès, à un certain moment on était débordés, mais avec la nouvelle morgue, je crois que nous allons mieux conserver nos corps et les honorer avant leur enterrement. Construite selon les normes internationales, cette morgue est le fruit d'un partenariat entre les cliniques universitaires et l'ASBL Homo Centrum, réalisé dans le but de répondre à la demande accrue d'un espace de la morgue. Et en perspective des élections de 2023, l'Union pour la nation congolaise enregistre des adhésions massives. Jacques Muyumba a décidé de rejoindre le parti de Vital Kamerhe pour les échéances électorales à venir. L'Union pour la nation congolaise se prépare des plus belles manières.
Elle vient d'enregistrer une adhésion pas de moindre, celle de Jacques Muyumba, ancien gouverneur du Grand Katanga, député national honoraire, ancien du PPRD. Je connais sa vision pour le Congo, pour avoir été avec lui, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au PPRD. Et aujourd'hui, désormais, je veux maintenant évoluer avec lui ici à l'Union pour la nation congolaise. Après la remise des symboles et insignes du parti, le nouvel adhérent explique ici les raisons et motivations de son geste. L'INC, c'est un grand parti politique qui est bien implanté sur l'ensemble de notre pays. En plus de cela, l'INC a un grand leader charismatique à la personne du président national Vital Kamerhe. L'INC a une vision pour la reconstruction et le développement de notre pays et le bien-être aussi du peuple congolais. Donc, en ma qualité de nationaliste, je me suis dit que je vais donner ma modeste contribution à l'Union pour la nation congolaise pour que nous puissions désormais cheminer ensemble avec le président Vital Kamerhe. Désormais, le parti de Vital Kamerhe est résolument tourné vers les élections de 2023 pour une écrasante victoire à tous les niveaux. Et à l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a effectué une série de visites dans différents chantiers de la province. Cette tournée consiste à inspecter sur le déroulement des travaux des bureaux des services publics et curage des grands collecteurs. Tout l'avant-midi de ce mercredi 3 août était pour le gouverneur Bobo Boloko consacré à la visite des travaux des services publics et autres chantiers des travaux sur terrain. C'était donc une tournée, l'autorité provinciale. En premier lieu, il a visité les installations des divisions provinciales des travaux publics, reconstruction et aménagement du territoire. Puis est venu les tours de la direction provinciale de l'Office des voiries et des drainages où il a échangé autour du fonctionnement de cette organisation avec les responsables. Pour boucler cette première partie, les gouverneurs étaient à la maison communale de Wangata pour s'y rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation en cours de son bâtiment incendié il y a quelques mois. En deuxième lieu, le chef de l'exécutif a visité les travaux d'écurage du grand collecteur Bolia à partir de l'avenue Yassanyama dans la limite qui sépare Mbandaka 2 et Mbandaka 3. Pour boucler cette série de visites, il s'est rendu au quartier Basoko afin de palper du doigt l'installation en cours des lampadaires sur l'avenue de Péchère. Restons dans cette province où les femmes de la 37e communauté de CADC étaient réunies pendant 3 jours dans une campagne d'évangélisation dans la ville de Mbandaka. Ces moments de prière avaient pour thème Bako Kanisayona Nani en français, qui va se souvenir de toi. Suivez. C'était les installations de l'église francophone La Borne qui ont abrité ces assises de 3 jours regroupant les femmes des différentes églises membres de la communauté CADC Équateur. Cette campagne sous le thème Bakoko Kanisayo Nanani a été animée tour à tour par Imonda Élysée, présidente nationale des CADC venue de Kinshasa, et Mado Boloko, présidente provinciale des CADC Équateur. À l'heure de la prêche, les servantes des dieux ont l'une après l'autre exhorté les femmes sur la conduite à tenir pour demeurer dans la présence des dieux afin de servir d'un bon témoignage en faveur du Christ. Fois 12 mois. Et Dieu m'a fait, tant on a malade, et ça a dit encore $1,200. Quand la ministre de Sobabine a dit, on a une maman, autre secours, il s'est fait mon ligne à Yesu, d'autant que Yesu, il y a combien $1,200. Et les prédications, cette campagne s'est clôturée par un moment fort des prières et des louanges à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula a effectué ce jeudi une visite d'inspection de quelques chantiers ouverts à travers la ville de Lubumbashi, notamment le stade Kibasa Maliba.
La première étape de cette visite d'inspection commence au stade Kibassa Maliba où les travaux de rénovation qui s'y effectuent sont à ces jours à 80% d'exécution. L'heure est au raclage du terrain, une opération qui consiste à éliminer les affaissements causés par les eaux stagnantes. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, qui avait à ses côtés son vice-gouverneur et la commissaire au sport, s'en est rendu compte ce jeudi 4 août 2022. Jacques Kabula Katwe a par ailleurs fait le tour du terrain pour inspecter les travaux d'assainissement. Des sanitaires et de fosses septiques sont construites. Aussi des bornes fontaines pour ainsi moderniser de fond en comble ce stade selon les normes de la FIFA. L'autorité provinciale se rendra par la suite tour à tour sur l'avenue Tchondo au quartier Jekamine, Monseigneur Tafunga et au quartier Chamalale pour chuter enfin sur les routes Kassapa et Biaï prolongées. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif provincial a été très impressionné par la rapidité et la qualité du travail réalisé. Les travaux évoluent à grande vitesse et vous-même vous avez vu, nous sommes sur le point, je crois d'ici 2-3 semaines, déposer le gazon synthétique. C'est une évidence que le gouvernement provincial ne s'occupe pas seulement de la ville, du centre-ville de Lubumbashi, mais s'occupe aussi des périphéries. Il faut dire que c'était une occasion pour le gouverneur de la province du Haut-Katanga d'appeler la population haut-katangaise au civisme fiscal afin de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le domaine de la modernisation des infrastructures routières. Et après plusieurs mois d'absence, le vice-gouverneur du Mai-Ndombe est revenu à Inongo pour préparer l'arrivée de la nouvelle gouverneure Rita Bola. L'occasion faisant du larron, Jacques Mbombaka a prêché l'appel à réconciliation pour le développement de cette province. Le vice-gouverneur de Mai-Ndombe, Jacques Mbombaka, a atterri à Inongo après avoir déjoué le mensonge de ces détracteurs qui ne veulent pas le développement de sa province. L'homme appelé affectueusement, mais moral, a été honoré par la notabilité du Kwa. Dans la foulée, la population alliesse a pris d'assaut la ville d'Inongo pour montrer l'attachement à cette digne fils du terroir. Il n'y a qu'un seul message, la paix, l'unité et l'union, voilà, le développement. Vous savez bien, messieurs les journalistes, pendant un certain moment, la province de Mai-Ndombe, j'allais dire, vit au rythme de plusieurs manipulations politiciennes. Le vice-gouverneur a exhorté les Mai-Ndombiens à prôner la paix avant de les inviter à soutenir Rita Bola, nouvelle gouverneure de Mai-Ndombe. Bien entendu, vice-gouverneur élu de la province de Mai-Ndombe, je ne pouvais que demander l'unité à tous et à toutes. Aussi solliciter le soutien des fils et filles de la province de Mai-Ndombe. Jacques Mbombaka est venu à Inongo pour préparer l'arrivée prochaine de Rita Bola pour l'émergence de la province de Mai-Ndombe. Et très loin de la République démocratique du Congo, des ponts s'y sont effondrés et des rivières sont sorties de leur lit ce jeudi après des fortes pluies dans le nord du Japon où 200 000 habitants ont été invités à évacuer les régions touchées. 2 personnes ont été portées disparues. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique favorise les risques de phénomènes pluvieux intenses au Japon et comme ailleurs dans le monde, dans la mesure où une atmosphère plus chaude retient plus d'eau. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Arrêté le 13 juillet dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et transféré aux locaux de l'Agence nationale de renseignement, le journaliste Joseph Kazadi a été libéré ce jeudi grâce à l'implication de l'Union nationale de la presse du Congo à travers son président sectionnaire Jean-Marie Kassamba. Levée des immunités parlementaires, Jean-Marc Kabound demande au président de l'Assemblée nationale d'attendre la fin de l'instruction judiciaire dont il fait l'objet au niveau de la Cour de cassation. C'est le fond de la correspondance adressée à Mbosso-Kodia ce jeudi. Des révélations de la MONUSCO qui vient après le soulèvement de la population sur le rôle que doit jouer cette institution des Nations Unies. Oui, Kigali joue un rôle dans les attaques de M23 dans l'est de la RDC. Déclaration d'un groupe d'experts des Nations Unies qui a affirmé disposer de preuves solides.
Et puis je venais de le dire, le Japon demande l'évacuation de plus de 200 000 personnes après une série des pluies diluviennes qui s'est abattue dans plusieurs villes et dont la dernière date de ce jeudi 4 août, causant ainsi des inondations et glissements de terrain. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue et surtout, merci de suivre le programme de votre chaîne. L'actualité reste inconnue. Communiqué de la société Texaf. Le groupe Texaf, opérateur historique en RDC depuis près d'un siècle, tient à informer les autorités du pays et la population de Kinshasa qu'il fait l'objet de plusieurs tentatives apparemment concertées d'expoliation de ses actifs fonciers. La première concerne la baie d'Engaliema dans la concession qui abrite les installations de sa filiale Utex Africa depuis 1926. Le site héberge 330 familles et les bureaux des nombreuses entreprises et organisations internationales. Un groupement d'escrocs tente en effet de procéder sans aucun titre ni droit au morcellement de terrain situé dans le lit majeur du fleuve Congo en zone marécageuse, inondable et réputée non aedificandi entre la rivière Makelele et la rivière Gombe. Fait sans précédent. En 96 ans, ce groupe a récemment commandité la destruction partielle du mur d'enceinte de la concession Utex Africa avec un engin de chantier et l'appui des forces militaires et de la police UPI/HP sous un prétexte fallacieux. La deuxième porte sur le terrain de sa filiale Imotex à Kinsuka qui abrite les installations industrielles et résidentielles CPA depuis 1969. Cette concession fait l'objet du projet de développement Les Jardins de Kinsuka par le groupe Texaf pour 2000 logements destinés à la vente avec infrastructures éducatives, commerciales, sportives et de loisirs. Dans ce cas également, un groupe d'escrocs tente de procéder en toute illégalité à un morcellement d'une partie du site et de l'occuper sans aucun titre ni droit avec l'aide des fonctionnaires civils et militaires. Ces actions empêchent l'exécution de la première phase de ce projet qui s'inscrit pourtant pleinement dans la vision du président de la République et chef de l'État sur la promotion de l'accès à la propriété de 2000 ménages congolais sacrifiés aux intérêts de quelques-uns. À défaut des titres légaux, ces groupes des malfaiteurs délivrent depuis plusieurs mois des jetons sur ces deux sites qui n'ont aucune valeur légale et qui constituent des promesses de vente en cas de réussite de leurs méfaits. Le groupe Texaf, qui détient tous les sites en cours de validité démontrant ses pleins droits sur les parcelles querellées, attire l'attention du public sur l'illégalité de ces transactions. Dans les deux dossiers, le groupe des spoliateurs s'abrite derrière des décisions qui ont pourtant toutes été annulées par voie de justice ou par des actes administratifs des autorités compétentes. Ce communiqué, à très large diffusion, a pour objectif de s'assurer que personne ne puisse être induit en erreur par ces malfaiteurs et ne se rende complice de ces actes de spoliation et de stélionnat réprimés par la loi. Les groupes Texaf mènera toutes les actions judiciaires utiles pour préserver ses droits ainsi que la pleine jouissance de ses actifs. Ces illustrations graves de l'insécurité juridique et foncière nuisent fortement à l'image de la République démocratique du Congo auprès des investisseurs déjà établis dans le pays et ceux qui envisageraient de s'y installer. Le groupe Texaf invite toute personne désireuse d'obtenir des plus amples informations sur ce dossier à contacter ses services via l'adresse info@texaf-rdc.com ou au numéro +243 81 84 63 463. Fait à Kinshasa le 2 août 2022, la direction du groupe Texaf.